Je voudrais noter particulièrement la participation du personnel militaire de la Corée du Nord à la libération des zones frontalières de la région de Koursk, qui, conformément au traité de partenariat stratégique global entre nos pays, a apporté une aide importante dans la défaite des forces armées ukrainiennes. Les soldats et les officiers de l'armée populaire coréenne, qui ont accompli des missions de combat aux côtés des militaires russes, ont fait preuve d'un grand professionnalisme, de force d'âme, de courage et d'héroïsme au combat lors du repoussement de l'incursion ukrainienne. Quel hommage, n'est-ce pas? Quel hommage. Ça fait rêver. Alors, pardon Aurélien Duchesne, mais pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'on le reconnaît maintenant? Pourquoi est-ce qu'on parle de cette présence alors que nous, on le sait depuis un moment, tout le monde en parle depuis un moment, les Occidentaux l'ont couvert et presque documenté depuis un moment. Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Potentiellement pour les raisons qu'expliquait Ludmila à l'instant sur le 9 mai. Si on se met dans cette perspective et que le 9 mai, jusqu'ici, avant l'invasion de l'Ukraine, il y avait eu des dirigeants occidentaux parfois qui honoraient la tribune des Russes pour les commémorations de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, évidemment, les seuls qui font le déplacement, ce sont ceux de l'axe autoritaire, entre guillemets. Mais pardon, mais on n'a pas besoin de leur présence sur le sol. On peut imaginer, je suis de la pure expectative, mais qu'on ait, par exemple, un contingent qui représente cet accord signé de la Corée du Nord l'an dernier, qui est quand même un des accords les plus proches qu'a signé la Russie ces dernières années avec un tel pays. On peut imaginer que la Corée du Nord soit associée à l'instrumentalisation des commémorations du 9 mai pour dire merci aux Nord-Coréens de nous avoir aidés à libérer la patrie russe et merci également à notre principal nouvel allié dans cette guerre. Le dernier aspect, enfin, quand même, juste cette précision pour tous ceux qui nous ont traités sur LCI de faire de la propagande de guerre en expliquant qu'il y a des Nord-Coréens et qui maintenant disent qu'ils l'ont toujours su. Voilà. Maintenant, il y a des gens pour dire qu'on fait la propagande d'un sens comme dans l'autre. Donc, c'est toujours le problème en temps de guerre. Voilà, on fait le travail comme on peut. En revanche, quand même, une question, Anne. Pardon, c'est à vous que je m'adresse pour une fois, parce que vous êtes donc allé en Russie, vous êtes rentré il y a quelques jours seulement. Est-ce que le 9 mai, c'est vraiment, moi j'ai besoin de comprendre, quelque chose qui est extrêmement présent dans le narratif russe et dans l'intention aussi des Russes? Est-ce qu'ils ont envie de le célébrer? Est-ce qu'ils y pensent? Tout à fait, mais Ludmila l'a dit, elle a raison, Aurélien Duchesne aussi, de le souligner. J'ai jamais vu autant de préparatifs que ces jours derniers. On sent vraiment que c'est capital ce qui va se passer à Moscou le 9 mai, aux yeux des Russes bien sûr, et des dirigeants du pays. Par exemple, dans le centre-ville de Moscou, tous les commerces, tous les restaurants, tous les cafés, toutes les vitrines sont apparus des autocollants très colorés qui célèbrent la victoire. C'est la victoire évidemment de 1945, c'est la victoire. Est-ce que c'est le peuple qui veut ou est-ce que c'est les autorités qui font monter un peu le évidemment, la ces sauce? Autocollants, tout ça, c'est monté en sauce par les autorités, mais c'est quand même une fête, et Samantha le sait, qui est toujours extrêmement fêtée en Russie. Mais d'autant plus que là, il s'agit du 80e anniversaire de la victoire. C'est pour cela qu'il va y avoir une attention particulière. Et disons, je dirais que quand ces autocollants disent « nous sommes fiers de la victoire », ça peut prêter à confusion. De quelle victoire? La victoire, évidemment, historique, et c'est fait pour. Et en fait, c'est pour se rendre fiers de la victoire qu'ils pensent être la victoire d'aujourd'hui en Ukraine. Et c'est pour ça qu'il y a cette rhétorique sur les néo-nazis qui revient, parce que finalement, c'est la Russie qui est en train de revivre les batailles de 1945. Et justement, cet accent que l'on fait aujourd'hui sur le rapprochement entre les États-Unis et la Russie, le SVR, le service de renseignement étranger, en a parlé la semaine dernière. Il y a des photos qui circulent de motards russes qui sont à Berlin, qui mettent des gerbes devant des monuments à la soi-disant à la libération de Berlin. Et donc, si vous voulez, il y a aussi une nouvelle rhétorique qui vient de s'ajouter à la rhétorique habituelle du 9 mai. Et puis, la présence des Nord-Coréens. Alors, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aura des Nord-Coréens qui... Dans la parade du 9 mai, sur la place rouge à Moscou. Donc, ça va être un événement très important. Et dernière chose, il y aura des vétérans. Ce sera sans doute une des dernières fois qu'il y aura des vétérans qui sont encore en vie, parce que ceux qui ont combattu la Seconde Guerre mondiale, ils étaient quoi? Ils avaient 18-20 ans, il y a 80 ans, donc voilà, pas besoin de faire des maths très poussées pour savoir qu'ils sont déjà très très vieux. Donc oui, ce sera un moment très important. Il y aura d'ailleurs 2 Européens, à ce qu'on sache. Il y aura le Premier ministre slovaque Fico, et puis il y aura le Serbe, peut-être le président serbe Vučić. Voilà. Donc ce sera un moment politique très important que je pense que nous allons couvrir sur elle. Bien sûr, en profondeur. Revenons un instant sur cette présence de Nord-Coréens qui a donc été actée, reconnue par la Russie. À la fois, c'est une manière de montrer au monde entier que,
une nation aide la Russie aujourd'hui, c'est bien pour montrer qu'on a des amis, mais c'est aussi un aveu d'échec général, parce que ça nous montre que sans les Nord-Coréens, on n'aurait pas pu reprendre cette mesure au bout de 9 mois. C'est exact. La première remarque que je me suis fait, j'ai éclaté de rire en disant alors, même pas capable de le faire tout seul. Quand on est une nation de 140 millions d'habitants, qu'on est assis sur 17 millions de kilomètres carrés, avec des richesses en matières premières qui sont absolument invraisemblables. Et qu'on voulait marcher sur Kiev en 48 heures. Voilà, et qu'on prétend être le partenaire idéal des États-Unis en matière de puissance, et qu'on n'a même pas été foutu de mettre à genoux l'Ukraine en 3 ans. On est obligé d'aller chercher 12 000 Nord-Coréens. Mais c'est pas tout. Parce qu'ils ont fait venir des millions d'obus. Il y a la moitié des missiles, ce sont des missiles, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils tirent pas bien, parce que ce sont des missiles nord-coréens qui tirent à 800 km et puis qui atterrissent à 1 km de leur objectif, etc. Et comment Poutine ils ont besoin d'un pays qui a un PIB qui doit faire 7 milliards de dollars à peu près, ou enfin les moins de 10 en tous les cas, et pour libérer une poche de quelques centaines de kilomètres carrés. Non mais attendez. Mais Poutine a bien pensé à ça quand il a prononcé ce discours, là, quand il a reconnu. Mais c'est parce qu'il ne voit pas les choses de la même façon. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, il montre qu'il a des alliés. Voilà c'est ça. Il montre aussi qu'il a des alliés. Je veux dire, il y a un double message. Mais quand on regarde ça sur le plan militaire, c'est quand même l'aveu d'un échec pitoyable. C'est tout ce qu'on peut dire. Gallagher Fenwick. Non, plusieurs choses. C'est vrai que moi, j'ai trouvé stratégiquement étonnant cette revendication, ce fait d'assumer désormais très officiellement la présence nord-coréenne. Je pense qu'effectivement, il y a la volonté d'internationaliser l'effort militaire russe en disant, et ça a été dit, nous ne sommes pas seuls, etc. Donc il y a peut-être dans un moment, j'allais dire, de confiance, le souhait d'avancer dans cette logique, mais ce qui peut être très contre-productif. Il y a autre chose. À chaque fois qu'on parle de la présence française, britannique, on dit « Ah, Vladimir Poutine n'en voudra jamais ». Mais attendez, s'ils sont en train d'officialiser la présence de Nord-Coréens sur leur sol, j'imagine que ça, c'est une proposition qui est réversible, qui s'applique à tout le monde. Donc, soit nous, parce qu'il va falloir que le président américain réagisse. L'Europe va devoir réagir. Pour savoir comment on va réagir, nous, occidentaux. Mais donc, quand il y aura effectivement les Ukrainiens, dans le cadre d'une mission, appelez ça comme vous voulez, de la réassurance, garantie de sécurité, etc., qui diront on aura des Français, on aura des Britanniques, on aura des Baltes, on aura, je ne sais pas qui fera partie de la coalition des Britanniques. Mais on verra qui fera partie de la coalition des volontaires. Et que Vladimir Poutine dira non. J'imagine que ce même droit de veto nous sera accordé à la présence de Nord-Coréens sur le sol russe. Personne n'a réagi à ces Nord-Coréens. Alors certes, ça vient d'arriver quelques heures. Mais qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? C'est-à-dire que personne n'a réagi, mais parce qu'on est dans un moment papal. Oui, c'est ça. On et peut pas parler très, comme l'a dit le général Richard, très Zelensky. Donc voilà, tout le monde ne fait pas de l'information en continu, mais on peut imaginer que dans les prochaines 24-48 heures, il va effectivement y avoir, et les Ukrainiens ne vont pas manquer d'aller les chercher, ces réactions. Parce que justement, Aurélien Duchesne l'a dit, il y avait tout un travail de propagande consistant à générer de la confusion, du mensonge, de la mésinformation et de la désinformation sur ces présences nord-coréennes, en nous traitant de racistes, en disant c'est des bourriates, et vous dites d'eux que ce sont des Nord-Coréens. Il y a eu un petit peu de racisme parfois dans les réactions. Assurément. De mépris. Mais voilà, avec tout un travail qui est également fait par l'Ukraine pour démontrer cette...